Couple rendement-risque. Vous placez 1 euro sur 100 investissements différents qui offrent un rendement théorique de 11% sur un an. Imaginons que pour chacun de ces 100 placements, il n'y ait que 2 possibilités. Soit tout se passe bien pour récupérer votre capital plus 11% d'intérêt, soit vous avez un défaut total sur vos placements. Vous perdez tout l'argent investi. Cette situation peut aussi bien représenter des investissements en crowdfunding immobilier, en crowdlending ou sur des actions à dividendes. Quel niveau de risque est-il rationnel d'accepter pour un placement à 11%? D'après vous, sur vos 100 placements, combien doivent être en perte pour qu'après un an, vous récupériez moins que les 100 euros initialement investis? Et combien de vos placements doivent être en perte pour que votre rentabilité soit inférieure à 3% taux actuel du livret A? Jouez le jeu, mettez la vidéo en pause et répondez à ces questions avant de regarder la suite. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion que tout investisseur devrait connaître parfaitement, faute de perdre de l'argent. Il est indispensable de comprendre cette notion si vous visez la liberté financière. Je vous donne les solutions à mes questions. Je vous rappelle que l'on a placé sur 100 projets différents avec un rendement théorique de 11%. Sur la courbe, horizontalement, vous avez le taux de défaut. Ici, par exemple, avec un taux de défaut de 0, vous avez une rentabilité de 11%. C'est logique, on obtient la rentabilité théorique s'il n'y a aucun défaut. À l'autre extrême, vous avez 100% de défaut, vous avez perdu 100 euros. Et dans ce cas-là, vous avez perdu 100 euros. Donc après un an, vous avez un capital nul. Et on voit qu'avec un taux de défaut de 10, on a un rendement qui doit être proche de 0. Donc cette droite vous permet de voir verticalement la rentabilité suivant le taux de défaut en horizontal. En effet, si sur les 100 projets financés, 10 sont en défaut, donc sur ces 90 projets sans défaut, on récupère 1,11 euros par projet, soit 99,9 euros. Et pour les 10 projets en défaut, on ne récupère rien. Conclusion, après un an, on a 99,9 euros, donc on est légèrement en perte. Conclusion, n'investissez pas sur des projets qui offrent un rendement théorique de 11% si vous estimez qu'il y a plus d'une chance sur 10 qu'ils fassent totalement défaut. Plus précisément, c'est à partir d'un taux de défaut supérieur à 11 divisé par 1,11 que l'on passe en perte, soit environ 9,91% de défaut. Et c'est avec un taux de défaut d'environ 7,2% que le rendement d'un placement à 11% va être égal à 3%. Dites-moi en commentaire si vous aviez à peu près trouvé la réponse à mes questions. Et si on considère que le placement à 11% est imposé à la flat tax à 30%, pour avoir 3% d'intérêt après impôt, il faut avoir 4,28% avant impôt, ce que l'on obtient avec un placement à 11% qui subit un taux de défaut de 6,05%. Donc, si vous vouliez investir sur un placement qui propose un rendement de 11%, mais que vous jugez que le risque de défaut est supérieur à 6%, in fine, cela risque d'être moins rentable que de mettre votre argent sur un livret A. Sur ce graphique, il y a toujours le taux de défaut en horizontal et la rentabilité en verticale. Comme vous pouvez le voir, un taux de défaut même faible impacte fortement le rendement. Même avec un taux de défaut autour de 5%, on a un rendement qui est légèrement supérieur à 5%, alors que le rendement théorique est de 11%. D'une façon générale, pour un placement qui offre un rendement théorique de T%, le seuil de perte, c'est-à-dire le taux de défaut au-dessus duquel vous allez perdre de l'argent, est égal à 100 T sur 100 plus T. Par exemple, pour un placement à 8%, au-dessus de 800 divisé par 108, soit 7,41% de défaut, vous allez perdre de l'argent. Un même taux de défaut peut correspondre à des situations différentes. Par exemple, une personne qui investit la même somme sur 10 projets de crowdfunding immobilier, dont un seul est en défaut mais dans lequel il perd la totalité de son capital, donnera au total sur les 10 projets un taux de défaut de 10%, à condition que les 9 autres projets soient sans perte. Et si sur chacun des 10 projets, il y a une perte de 10% du capital, le taux de défaut total sur l'ensemble des investissements sera de 10%. Donc logiquement, perdre 100% de son capital sur 1/10 de ses projets ou perdre 10% de son capital sur chacun des 10 projets reviendra au même et donnera un taux de défaut global de 10%. Donc quand je parle de taux de défaut, il faut comprendre taux de défaut global sur l'ensemble des projets.
J'ai pris l'exemple d'un investissement en crowdfunding immobilier, mais bien sûr, c'est la même chose pour une personne qui investit son argent sur 10 obligations d'entreprise, avec une entreprise qui fait faillite et qui ne rembourserait rien de sa dette, alors que les 9 autres vont rembourser normalement le capital et payer les intérêts. En matière d'investissement, on a coutume de dire que plus le rendement est élevé, plus le risque est important. Autrement dit, plus le taux de défaut sera probablement plus élevé. L'idée étant qu'un placement considéré comme risqué doit offrir un rendement élevé, sinon personne ne va investir dessus. On a coutume de dire qu'un rendement élevé est la rémunération du risque. Si on regarde plusieurs types d'actifs, on a ce que l'on appelle une échelle de risque des placements financiers. Par exemple, les obligations d'État, on voit que le risque est considéré comme relativement faible et également le rendement est assez faible. Les obligations d'entreprise offrent un rendement légèrement supérieur, mais également avec un risque considéré comme plus élevé. Et bien sûr, toutes les obligations d'entreprise ne se valent pas. Les entreprises pour lesquelles le risque est considéré comme étant le plus élevé. Ensuite, les actions de grande capitalisation sont considérées comme plus risquées, car en effet, la variation des cours en bourse peut être importante. Et régulièrement, il y a des cracks boursiers, d'où un risque qui est considéré comme plus élevé, mais également une rentabilité de long terme plus élevée. Les actions de petite capitalisation sont considérées comme plus risquées, mais également avec une rentabilité plus forte. Le rendement du crowdfunding et du crowdlending immobilier est en moyenne supérieur à celui de la bourse. Sur Kaviku actuellement, par exemple, on peut avoir du 12%, sur Swapper de 14 à 16% suivant la somme investie, et il y a actuellement beaucoup de projets à 11 ou 12% en crowdfunding immobilier. Et en théorie, le risque est considéré comme plus élevé que sur des investissements en bourse. Cependant, actuellement, personnellement, je trouve que le crowdlending offre une bonne rentabilité par rapport à son niveau de risque. Les personnes qui veulent obtenir des rendements très élevés peuvent utiliser l'effet de levier sur la bourse. Par exemple, en théorie, avec un effet levier x2, vous multipliez aussi bien les hausses que les baisses par 2. Cependant, bien sûr, vous augmentez également le risque, car en cas de baisse, la baisse sera 2 fois plus élevée. Et généralement, on considère que les crypto-monnaies font partie des investissements parmi les plus risqués, mais historiquement également, c'est ceux qui ont fourni la meilleure rentabilité. Donc voilà ce qu'on appelle l'échelle de risque des placements financiers. En théorie, plus un placement est risqué, meilleur est son rendement. Et on aurait pu mettre le livret A par ici, placement très peu risqué, mais avec une faible rentabilité, par exemple une rentabilité inférieure aux obligations des États-Unis. Mais ce n'est pas la théorie qui est importante. La réalité, en fait, est plus compliquée que cela. Prenons par exemple le livret A, avec actuellement un rendement de 3% net d'impôt. Et le livret d'épargne populaire, avec un rendement à 5% également net d'impôt. Soit presque 1,7 fois plus, donc la différence est énorme. Et pourtant, ce sont deux livrets garantis par l'État, donc qui ont le même niveau de risque. Donc dans cet exemple, on peut voir qu'on peut avoir une rentabilité plus élevée sans prendre plus de risques. Malheureusement, il y a des conditions de revenus sur le LEP et tout le monde ne peut pas ouvrir un LEP. Autre exemple, Swapper offre un rendement de 14% si on investit moins de 25 000 €, mais de 16% si on investit au moins 25 000 €. Alors que l'on finance le même type de prêt avec les mêmes sociétés de prêt sur la même plateforme, donc on peut avoir du 14 ou du 16% avec exactement le même niveau de risque. Et je pourrais dire la même chose sur beaucoup de plateformes telles que Kaviku, Peerberry, CrowdPeer ou Heavy Finance qui offrent des majorations sur les rendements suivant les montants investis. Donc exemple supplémentaire où on peut avoir pour un même niveau de risque des rendements très différents. Mais au-delà du fait que le rendement n'est pas forcément lié au niveau de risque, se pose toujours la question d'évaluer un niveau de risque. En effet, généralement, on se rend compte qu'il y avait un risque plus élevé qu'on pensait une fois que le risque arrive et c'est trop tard. Prenons l'exemple d'une personne qui investit son argent dans un appartement à Paris il y a 2 ans. Si elle vendait aujourd'hui, elle vendrait avec une perte de 11,7%. Même en prenant en compte les loyers perçus, qui offrent un rendement très faible sur Paris, en enlevant les différentes charges, taxes foncières, frais de copropriété et autres, cet investissement est largement en perte. Et pourtant, il s'est positionné sur de l'immobilier physique qui est considéré à tort par beaucoup de personnes comme étant sans risque. Alors qu'en investissant sur une sélection de bonnes plateformes de crowdlending comme je l'ai fait, j'ai vu mon capital augmenter de 22 à 26% en 2 ans. Donc après coup, ce qui semblait être un investissement peu risqué, investir dans de l'immobilier physique, s'est révélé beaucoup plus risqué que d'investir en crowdlending.
Je ne dis pas qu'il en sera de même dans le futur. Il est bien sûr très difficile d'évaluer les risques avant qu'ils se réalisent. Mais ce que je voulais expliquer au travers de ces 3 exemples, c'est que si généralement on n'a pas tort de penser qu'un investissement qui offre une forte rentabilité a priori est plus risqué, les choses sont quand même un peu plus compliquées. Et tout le travail de l'investisseur est d'identifier ce que j'appellerais le bon ratio rentabilité-risque. C'est-à-dire une bonne rentabilité avec un risque qui en définitive est moins élevé qu'on le pense. C'est ce que j'appellerais des aberrations de marché, c'est-à-dire lorsqu'il y a comme un consensus sur le marché pour considérer qu'un placement est risqué, alors qu'en réalité il est moins risqué qu'on ne le pense. Et une chose est certaine, si vous arrivez à faire ce travail correctement, d'identifier les actifs qui offrent une très bonne rentabilité sans qu'ils aient un risque élevé, c'est là que vous ferez les meilleurs investissements. C'est pour ça que je fais des vidéos trimestrielles de bilan sur mes investissements, pour que vous puissiez avoir des chiffres réels de rentabilité. Je parle également des taux de retard, je parle également des défauts s'il y en a. Je pense que dans le domaine du crowdfunding immobilier, prochainement, je risque d'avoir des pertes sur certains investissements. Et surtout une chose très importante, l'économie n'est jamais figée. Il y a eu des périodes très fastes pour l'immobilier. Par exemple, ceux qui ont acheté un appartement à Paris dans les années 80 ont gagné énormément d'argent. Mais ce n'est pas parce qu'un actif a été rentable pendant 10, 20 ou 30 ans que ce sera toujours la même chose. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos YouTube. J'avais fait plusieurs vidéos YouTube qui annonçaient la baisse dans l'immobilier. Et il y avait beaucoup de personnes qui me répondaient en commentaire « Non, l'immobilier, c'est sans risque, etc. » Mais en réalité, dans beaucoup de grandes villes de France, les prix de l'immobilier ont baissé. Dans le domaine de l'investissement, il faut être flexible, s'informer sur de nouveaux types d'investissements, bien sûr ne pas mettre tout son argent dans le même type d'actif. Pour vous simplifier la vie, je vous ai calculé les seuils de défaut pour lesquels un investisseur est en perte. Merci de liker cette vidéo et même mieux de mettre un petit commentaire car cela aidera au développement de ma chaîne YouTube. Un investisseur rationnel ne devrait pas investir sur un placement financier dont le rendement est donné par la première colonne du tableau s'il considère que le risque de défaut, exprimé en pourcentage, est supérieur ou égal à celui de la deuxième colonne. Par exemple, si vous investissez sur une obligation, sur un projet de crowdfunding immobilier à 10% de rendement théorique, c'est que vous pensez que le risque de défaut est significativement inférieur à 9,1%. Car à 9,1%, vous êtes à l'équilibre, sans gain et sans perte. Et bien sûr, le but est de faire fructifier votre capital, donc d'être bien en dessous de ce taux de défaut pour compenser l'inflation, tenir compte de l'imposition et avoir une marge de sécurité. Et si vous recherchez une rentabilité après défaut d'au moins 5%, vous ne devriez pas investir sur un placement financier dont le rendement est donné par la première colonne du tableau, si vous considérez que le risque de défaut, exprimé en pourcentage, est supérieur ou égal à celui de la deuxième colonne. 5% n'est pas un rendement très important, car si ce placement est soumis à la flat tax à 30%, cela fait seulement 3,5% après impôt, à peine plus que le livret A. Par exemple, si vous investissez sur un placement à 10% et que vous ne voulez pas qu'après défaut, votre rentabilité soit inférieure à 5%, vous devez avoir un risque de défaut inférieur à 4,5%. Cet exemple montre que même avec un taux de défaut relativement faible, seulement 4,5%, soit par exemple 95,5% des projets sans défaut et 4,5% de projets avec un défaut total. Dans ce cas-là, la rentabilité après défaut est de seulement 5%, soit la moitié de la rentabilité théorique. Vous voyez dans cet exemple qu'avec seulement 4,5% de défaut, on a divisé la rentabilité par 2. C'est énorme. Et je pense que peu de personnes se rendent compte à quel point les défauts peuvent impacter la rentabilité. Je trouve qu'il y a trop peu de vidéos sur YouTube qui parlent de la problématique de risque et de perte. Si vous recherchez la liberté financière ou à construire une rente passive en prévision de votre retraite, je peux vous accompagner en coaching personnel. Je peux également vous coacher si vous passez un concours de la fonction publique. J'ai réussi 4 concours de la fonction publique de catégorie A, donc j'ai une très bonne connaissance des exigences des jurys de la fonction publique. Et je pense que je pourrais vous donner des conseils qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps et d'augmenter vos chances de réussite. Je mets le lien vers ma page de coaching en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds généralement très vite aux questions posées. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.